Bonsoir, bon début de week-end et bon début de vacances, si vous avez la chance d'en prendre. Nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h, alors si vous vous trouvez dans une situation un peu difficile à démêler ou si vous voulez partager une expérience avec nous, vous pouvez dès à présent appeler le 39 21 où vous serez accueillis chaleureusement par Quentin et Asiba. Et je vous rappelle qu'à tout moment, au cours de l'émission, vous pouvez donner votre point de vue par courriel sur le site europe1.fr. Je vous rappelle à ce sujet que si vous souhaitez me poser une question ou témoigner, je pense au sujet des questions à Geneviève, Corinne, là, vous n'avez pas laissé votre numéro de téléphone, donc on ne peut pas vous joindre et je ne fais pas de réponse par mail. Alors j'ai beau le rappeler tous les soirs, on continue à recevoir des mails sans numéro de téléphone, donc on ne peut malheureusement pas vous répondre. Vous pensez qu'on ne donne pas suite, mais si vous nous laissez votre numéro de téléphone, je vous assure que l'on vous rappelle. Vous pouvez également nous contacter par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Arnaud Henry qui réalise cette émission ce soir. Allez, c'est parti et on va tout de suite accueillir Nicole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nicole. C'est vrai que comme d'autres, je suis émue. Je vais vous dire comment j'ai eu connaissance de votre émission en 2 phrases. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, quand j'écoute la radio, d'écouter un poste, un autre poste, mais le soir, disons que c'est vraiment le sport. Donc j'ai un peu zappé et je suis tombée sur votre émission et donc j'ai été intéressée. Ah oui, mais il y a un moment qu'il n'y avait plus de sport sur Europe 1, il y avait Pierre-Louis Basse. Oui, non, mais c'était une émission culturelle. Ah oui. Non, mais je parle d'un autre poste. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Il fallait écouter Europe 1. Voilà. Et donc j'ai zappé, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai découvert votre émission. D'accord, c'est en zappant un peu sur différentes radios. Voilà. Mmh. Et donc c'est vrai que depuis 2 mois à peu près, peut-être pas de manière régulière, mais quand même, je vous écoute. Mais bienvenue parmi nous, vous êtes une petite nouvelle alors. Je suis pas du tout, ce n'est pas du tout de la flatterie, mais c'est sincère, vous avez quand même beaucoup d'empathie et vous êtes vraiment aidante. Contrairement par exemple à un psychologue ou un psychanalyste qui reste dans une écoute bienveillante. Oui. Mais je suis psychologue, hein, vous savez. Pardon ? Je suis psychologue. Je sais. Oui. Non, je sais, exactement. Mais vous aidez. Vous êtes vraiment aidante. C'est-à-dire qu'en même temps, je dois animer une émission. Donc, je parle plus que si j'étais dans un cabinet de consultation. C'est la différence. C'est la différence. C'est pas le même exercice. Tout à fait. Oui. Voilà, sans préambule. Et c'est vrai que le thème choisi, que j'ai choisi, donc les nouveaux rythmes scolaires. Oui, la réforme oui, voilà. Et au sujet des changements de rythme scolaire. C'est quelque chose de très difficile finalement à parler, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure à Stéphane. J'ai pas voulu y penser aujourd'hui parce que je voulais garder une spontanéité dans ce que je vais dire. Oui. Voilà. Et donc, je pense que cette nouvelle réforme ne résoudra pas, à mon avis, le problème évoqué par le ministre. Alors, qui n'est pas encore mis en place, puisqu'il va organiser des concertations qui aboutiraient à des décisions qui pourraient être appliquées à la rentrée 2013. Donc, entre-temps, il y aura eu une élection présidentielle et un nouveau ministre nommé. Donc, c'est dans le temps. C'est un serpent de mer, quand même, à la française, la réforme des rythmes scolaires. Voilà, parce que je pense que, dans un premier temps, a priori, tout ce qui était allégué pour justifier ce remaniement, il me semble, cache une certaine réalité. Vous voyez, par exemple, on parle de la fatigue de l'élève, de son inattention, etc. Et alors moi, je me demande si, depuis longtemps déjà, si ces symptômes
pointés ne sont-ils pas en réalité des signes du malaise profond de l'éducation? Et il me semble qu'aucun ministre n'a réussi à résoudre encore. Parce que, disons qu'il me semble que les vrais problèmes ne sont pas abordés, voyez. Et quels sont-ils, selon vous, les vrais problèmes? Eh bien, justement, il y a une espèce de cécité. Alors qu'on a eu quand même dans le temps, dans les années précédentes, les siècles, des pédagogues, qui ont donné l'exemple de leur pratique. Moi, je pense par exemple, un des plus anciens, c'était Pestalozzi. Je ne veux pas être pédante, mais c'est parce que je les ai appris. Vous êtes enseignante. Oui. Oui, on vous sent très il y a eu concernée. Frebel. Oui. Et alors surtout Montessori. Oui. De Crowley, Freinet. Il y a quand même les stades de l'enfant qui ont été étudiés par Piaget. Oui. Et tout ça s'est occulté. Et il y a eu l'Émile de Rousseau, mais je m'y attarderai pas, parce que il y avait de bonnes choses, mais lui-même n'a pas été parfait. Non, loin de là. Oui. Et alors, il y a eu par exemple un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, pas un film, un documentaire, qui situait un instituteur dans une classe unique. Alors là, j'ai oublié dans quelle région c'était. Et les élèves étaient heureux, ils n'avaient pas mal au ventre quand ils allaient à l'école. Pourquoi? Parce que l'instituteur était à leur écoute. Les enfants étaient acteurs, ils ne subissaient pas. Et en association d'idées, vous voyez, ça me fait penser par exemple à ce qui s'est passé en 68. La grande révolte, ça a été surtout au niveau des étudiants en médecine qui avaient fait un livre blanc. Et disons que ce que l'on appelait à l'époque les mandarins, ils s'étaient remis en question. Et c'est ce que je voudrais pointer. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas acteur, il subit. Par exemple, de Crowley, c'était des centres d'intérêt, c'était l'enfant lui-même qui apportait quelque chose. Pour un adolescent, ça peut être autre chose. Ça peut être un thème d'actualité. Oui, c'est formidable. C'est vrai que vous citez Montessori, de Crowley, c'est des projets où l'enfant est au cœur du projet, où on éveille vraiment son esprit, on développe un esprit critique. Là où dans le système classique, je trouve qu'on le gave. Il est très passif, on le gave, c'est vraiment le mot de connaissance qu'il doit ensuite régurgiter. Voilà. C'est pas vraiment un éveil à l'intelligence. Voilà. Mais je suis en train de lire un livre de George Sand que j'aime beaucoup. Et là, je viens d'apprendre, si je l'avais su, je l'avais complètement oublié, que son fils Maurice, il avait un précepteur. Alors, quelle est la méthode qu'il a employée? Je ne sais pas. Mais à 5 ans, il savait lire. Allô? Oui, je vous écoute. Je pense aussi, par exemple, en ce moment à la télé, on repasse les films de Pagnol. Et Pagnol qui a appris à lire dans la classe de son père, alors que sa mère l'y avait déposé parce qu'elle allait faire son marché. Et simplement, il s'était intéressé et puis il a su lire. Et vous avez enseigné dans les systèmes que vous venez de nommer, Jean Montessori. De Crowley, oui. Eh oui. Oui, parce que j'ai eu une formation d'abord au niveau des jeunes enfants. Vous pouvez dire peut-être pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce qu'est Montessori de Crowley, expliquer un peu en quoi ça consiste, disons peut-être. Que Montessori, c'est la décomposition des difficultés. Alors, en gros, pour expliquer brièvement en quoi ça consiste. C'est-à-dire que, par exemple, elle s'est intéressée... ça serait un petit peu long. Elle a écrit, par exemple, l'enfant, et elle a parlé des périodes sensibles de l'enfant. Donc, elle avait déjà un sens psychologique très, très aigu. On tient beaucoup compte de la psychologie de l'enfant, oui. Voilà. De Crowley, c'était le centre d'intérêt.
C'est-à-dire, c'était l'enfant qui apportait quelque chose de chez lui, peu importe, n'importe quoi, et tout était articulé autour de ce qu'il avait porté, c'est-à-dire la dictée, les mathématiques, une leçon de choses, etc. Et donc, ça illustre ce que l'on disait tout à l'heure, que l'enfant était vraiment acteur et pas passif. J'avais un ami comme ça qui a été à l'école de Crolly. C'était à côté du zoo de Vincennes. Alors lui, il était passionné à ce moment-là. C'était les animaux, c'était son truc. Alors lui, il y avait un partenariat avec le zoo de Vincennes. Et alors lui, il était responsable de l'hippopotame du zoo de Vincennes. D'accord. Et alors chaque semaine, il allait s'en occuper avec les soigneurs et il me parlait de ça. Il gardait des souvenirs ébloui de l'école. Enfin, bien ça avait sûr. été de cet hippopotame qui continuait à aller voir, même devenu grand. Bien sûr. Et De Crolly, c'était un médecin belge. Oui. Et Montessori, Maria Montessori, était italienne. Oui. Voilà. Oui. Et elle était partie au niveau d'enfants qui n'étaient pas du tout privilégiés par leur milieu. C'était vraiment des enfants de la rue. Oui, parce qu'on pourrait croire que ça s'adresse à des enfants de milieux un peu privilégiés. Justement. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu le cas ? Au départ, peut-être que c'était parti d'enfants pas de milieux favorisés. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas quand même des enfants de milieux plus favorisés ? C'est-à-dire que maintenant, De Crolly quand même, hein, j'ai l'impression. Je vais parler surtout de Montessori que je continue, que j'ai suivi encore parce que j'ai la possibilité d'aller en Italie. C'est vrai que c'est devenu des classes privées. Et oui, c'est ça. C'est dommage. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on a un ministre de l'Éducation nationale, j'aimerais bien qu'il reprenne un petit peu toutes ces méthodes, parce que Montessori, par exemple, apprenait à lire, c'était ce que l'on appelait les dictées muettes. C'est-à-dire qu'il y avait un casier avec les lettres qui avaient été créées vraiment, même par une aide avec elle. Et donc l'enfant devait passer le doigt sur la lettre, mémoriser comme cela, et puis ça serait trop long à expliquer. Mais le problème, vous savez, Nicole, c'est que au-delà de ça, dans ces réformes là, dans cette réforme des rythmes scolaires qui est un serpent de mer, et vous dites le problème de fond aussi est pas vraiment là. Il y a quand même aussi une absurdité qui consiste à avoir en France le moins de jours de classe par an et les journées les plus longues. Oui. Et il y a quand même une fatigue, un problème qui est à prendre en considération, parce que demander à des enfants de se concentrer autant d'heures, c'est compliqué quand on voit ce qui se passe par rapport à d'autres pays européens. Mais derrière ça, on se demande, pour que ça n'ait pas été fait aussi bien par les ministres de l'Éducation nationale de droite comme de gauche, c'est qu'il y a d'autres enjeux derrière. Et c'est vrai qu'on se rend compte, on voit bien, on a encore avec Frédéric Lefebvre qui dit « Ah mais oui, mais au niveau du tourisme, ça va poser problème. La semaine de 4 jours, c'est oui, mais parce que les parents veulent partir en week-end. » Finalement, on se soucie très peu des enfants et du bien-être de l'enfant. C'est pas au cœur c'est pas le cœur du problème. Oui, mais je suis entièrement d'accord aussi sur ce que vous dites. Par exemple, vous voyez, il y a des enfants qui sont choisis dans le primaire pour monter à Paris et débattre d'une question au niveau du Parlement. Vous le savez, je pense. Non. Ah ben si. Et donc, des enfants sont choisis, je crois que c'est au niveau du département, et donc ils peuvent aller débattre d'une certaine question. Mais ça, ils ne l'abordent pas. Ce n'est jamais proposé. Voilà, et ça, ce serait intéressant. Et c'est vrai qu'entre parenthèses, moi aussi, j'ai entendu que, par exemple, les personnels du tourisme sont ravis parce qu'il y a une question économique sous-jacente. Comme je disais, ça serait très long à développer tout cela et difficile même. Mais c'est vrai aussi que il faut pas refaire les zones, il me semble, parce que les vacances permettent quand même à la famille de se réunir, aux cousins qui sont à Paris, à Bordeaux, etc., enfin dans les zones ABC, de se réunir.
Et puis, enfin bon. Oui, il y aurait beaucoup. Oui, tout à fait, c'est un Il y sujet aurait beaucoup vraiment à dire. très... Je ne sais pas, au sujet de cette réforme, je voudrais pas dire de bêtises, mais bon, si j'en dis, je pense que de toute Non, façon, mais on les parle enseignants librement, oui. appelleront le 39-21. Mais il Voilà. me semble que les syndicats enseignants ne sont pas hostiles sur le principe, mais ils ne sont pas associés aux modalités d'application. Voilà, et c'est ça qui est Il me dommage. semble, hein, vous avez le même écho, c'est Oui, ça, et c'est bien le problème, parce oui. qu'après, et bon, pour le moment, il y a des concertations, et puis bon, la rentrée 2013, hein, d'ici là, ça aura le temps d'être enterré. Non, mais Quoi. c'est vrai Ouais. qu'on pourrait mettre en place d'ici là une commission qui réunirait tous les gens qui sont intéressés par cette question. Mm. Mm. Et puis, c'est-à-dire, enfin, des éléments qui peuvent représenter, oui, et discuter, et que ce soit pas à sens unique. Mais pourquoi vous enverriez pas une lettre au ministre, après tout? C'est me faire trop d'honneur. Bah, écoutez, Non, mais c'est vous vrai êtes que citoyenne, vous c'est quelque avez chose qui une me expérience. Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe. Bon, Mais parce je que vous comprends. voyez, après, donc, je me suis spécialisée. Hein. J'ai été me spécialiser à la salpêtrière et donc j'ai pu m'occuper d'enfants soit déficients intellectuellement, soit psychotiques, autistes, etc. Oui. Et c'est vrai que même avec la méthode Montessori, ben, il y avait des récupérations, entre guillemets. Ah oui, Ah oui, tout c'est à fait. intéressant ça. Hein. Et donc, Ouais. oui, en présentant qu'une difficulté à la fois, bon, etc., Ouais. etc. Alors c'est pour ça que ce problème m'a toujours intéressée. Et moi, ce que je voudrais peut-être, oui, évoquer, c'est peut-être que dans la mesure où l'enfant, le jeune enfant, par exemple, souvent dit qu'il a mal au ventre quand il va aller à l'école, hein. Enfin, il psychosomatise un peu. Et l'adolescence, ça peut être autre chose. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas émettre l'hypothèse que l'agressivité actuelle de ces enfants, puisque ça commence même au primaire, et de ces adolescents, n'est pas la conséquence d'une frustration? C'est-à-dire que l'école, le collège, le lycée ne leur donnent pas ce qu'ils attendent. Ouais. Ou ce Alors qu'ils ça, pourraient je attendre. sais pas, c'est autre chose parce Ça, que c'est autre chose, l'apprentissage oui. de la frustration est aussi importante dans la Ouais. construction de la personnalité de l'enfant. Parce que si un enfant n'apprend pas aussi la frustration, il va être très en difficulté dans la vie. Alors vous avez raison de dire que on peut voir dans certains cas d'agressivité, voire de violence, des enfants et des adolescents qui n'ont pas fait cet apprentissage précocement de la frustration. C'est une Donc, hypothèse. mais on ne peut pas pour autant dire que l'école, là, je crois qu'il y a aussi ce qui s'est joué dans l'éducation au niveau de la famille, quand même, parce que l'éducation se fait au niveau de la famille. Tout à fait. Et je pense que la frustration, est nécessaire aussi, parce que sinon, on reste dans la toute-puissance infantile, qui est très problématique. Alors, je suis entièrement d'accord, mais vous savez bien, vous comprenez dans quel sens je l'ai dit. Oui, Hein? mais bon. Oui. Alors, il y a Ted qui dit, oui, ce dont vous parlez, c'est le Parlement des enfants. Ouais. Et puis, il y a Vanessa, et on conclura là-dessus, qui dit, est-ce que votre méthode d'enseignement évite aux enfants la corvée des devoirs? Car ma fille rentre au CP l'année prochaine. Mais je pensais que c'était supprimé, ça, les devoirs. Alors, ça dépend c'est vrai, des enseignants. C'est-à-dire que tout dépend également des instituteurs. Oui, mais ça dépend. en général, normalement, on devrait tout faire à l'école. Hein? Et ça s'apprend, mais dès la maternelle, je crois pas me tromper, mais il me semble qu'il était même question à un moment donné de supprimer la maternelle, ou je ne sais plus. J'ai été à l'étranger, j'avais pas très bien suivi. Supprimer la maternelle ? Oui, mais j'avais pas très bien suivi cette question. Alors attendez, il y avait eu une histoire pour que les enfants puissent rentrer éventuellement plus jeunes à l'école maternelle, et puis quand même là, je crois, il me semble, on s'était prononcé sur le fait que c'était trop
petit, c'est-à-dire que il fallait quand même être. J'ai un C'est-à-dire peu un les trou de critères mémoire. Non, oui. c'est pas supprimer, c'est pas radicalement Non, non, supprimer non. la maternelle. Ouais. C'était D'avancer raccourcir, l'âge. avancer l'âge de Voilà. l'entrée à la maternelle. Et Voilà. puis quand même, heureusement, on a réagi en disant que ça pouvait être problématique pour des petits Tout à enfants fait, oui. de rentrer à l'école à 2 ans, quoi. Qu'un enfant de 2 ans n'était pas prêt à s'adapter à un cadre comme ça, avec de telles contraintes, que la crèche laissait quand même beaucoup plus de liberté, déjà qu'au niveau de la maternelle, où le cadre était plus strict. Mais voyez, Voilà. rien que vous reparlez vous parlez de la crèche, et il y avait eu, je crois que c'était un médecin pédiatre, Gilbert Montagnier, si ma mémoire est bonne, qui avait fait toute une étude, justement. Il avait observé, il avait filmé des enfants dans une crèche, et c'est là déjà que se mettait en place, il y avait des bébés, il y avait des enfants 1 an et demi, etc. La sociabilité et la socialisation. Ah oui, évidemment. Et ça, ce sont des expériences que vraiment, c'est ça que je voulais cibler un petit peu. Mais pas trop tôt non plus, parce que moi je me souviens quand j'étais en crèche, on voyait arriver des parents, le bébé avait 3 mois, 2 mois et demi, l'âge de l'arrivée en crèche, et ils me disaient c'est bien pour le socialiser. Un bébé de 2 mois, alors en même temps les parents se rassuraient comme ils pouvaient, parce qu'ils reprenaient le travail, et bon, c'était difficile aussi pour eux de se séparer de leur bébé, alors ils se rassuraient en se disant c'est bien, ça va le socialiser, mais un bébé de 2 mois, il n'est pas dans la socialisation. Hein, c'est plus tard que ça se fait. Théorique aussi. Bien sûr. Mais c'est vrai que comment dire. En tout cas, j'ai un message du Subversif qui dit: vous avez raison, en dépit de l'éminente étude des sommités citées, on ne tient que trop peu compte du fonctionnement psychique des enfants dans la pédagogie scolaire. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet, Nicole. Merci de m'avoir écoutée dans cette émission. Et puis, il y aura peut-être des réactions en cours d'émission. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Alors, merci à Jackie et à Lilia qui me disent le film dont parlait Nicole, c'est le film Être et avoir sur l'animation d'une classe unique en Auvergne. Et puis, un point de vue un peu plus critique sur la formation Montessori, formidable pour les enfants, mais me dit-on, vous devriez parler des difficultés de réintégration dans les filières classiques ou professionnelles. On va accueillir maintenant Patrick. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Patrick. Moi je vous entends pas bien. Vous m'entendez mieux là? Ça va mieux? Oui, il faut que vous parliez un petit peu plus fort, encore. D'accord. Donc là ça ira bien comme ça? Voilà. Ça va aller là? Là, voilà. Si vous parlez un peu plus fort, je vais vous entendre. D'accord Caroline, entendez. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices, ainsi qu'à toute votre équipe en même temps. Voilà, donc je vous appelle parce que j'ai des soucis de retour de passé sans cesse depuis des années, et surtout maintenant en ce moment à l'âge que j'ai là, ça se déclenche depuis que j'ai à peu près 39 ans quoi. Oui. Et ce retour de passé, qu'est-ce qui vous revient de ce passé? Vous pouvez, je ne sais pas si c'est votre téléphone ou bien parler dans le combiné. Là, ça va mieux? Oui, j'ai l'impression que c'est votre téléphone qui. Mais bon, on va essayer. C'est un portable que vous avez ou un fixe? Oui, madame, c'est un portable, Caroline. C'est un portable. Écoutez, essayez de bien parler dans le portable, et puis Arnaud va essayer de faire ce qu'il peut au niveau de la technique. D'accord. Donc oui, ce retour de passé, en fait, c'est tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, tout ce qui m'a été fait, tout ce que j'ai subi, tant par mes parents que la famille de mes parents, les gens qui m'ont entouré. Oui. Toute
tous ces moments où ils ont pu me frapper comme ils m'ont frappé, m'insulter comme ils m'ont insulté, me faire des misères comme ils m'ont fait des misères. On a vécu on a vécu vraiment comme des animaux, quoi, hein, si je peux dire ça. C'est Oui. malheureusement le terme. Mhm. Mes parents ne s'occupaient pas d'eux-mêmes et ni de moi, et tout ça aujourd'hui me revient, quoi. Des moments comme quand on dormait dans un hangar, des planches, on dormait dans un hangar sur de la terre battue, et parce que mes parents étaient aussi des gens qui étaient aussi paumés, quoi, Oui. et on dormait parmi les moteurs de mobylettes. Il y avait des rats qui passaient sur le matelas, il était archi trempé avec la terre battue. Après notre oncle, il nous a accueillis dans un cagibi à côté. Les murs coulaient, je dormais ma mère tirait le matelas du lit, enfin pour ce qu'il y avait du lit, et je dormais sur le rebord en bois du sommier, quoi. Parce que comme je faisais pipi tard avec toute la vie que mes Oui. parents Oui. m'avaient fait mener, quoi, j'étais pas à l'aise, quoi, et quand mon père il se levait, il sentait que j'avais fait, quoi, et il me réveillait à coups de poing, quoi. Il me réveillait vraiment avec des coups de poing, quoi. Et puis on a eu des maisons, mais ça n'a jamais tenu parce que mes parents, ils travaillaient pas, ils voulaient jamais payer, ils voulaient pas gagner leur vie, ils voulaient pas payer. On était virés comme des malpropres à chaque fois. On dormait chez des gens, mais un jour on a dormi chez un ami à mon père pour lequel il m'a fait dormir dans son lit. Il m'a fait des attouchements. Un jour j'ai dormi chez une copine à ma mère qui voulait plus me rendre à ma mère. Elles étaient en train de se battre. Toutes les deux me tenaient par une patte, j'avais la tête en bas et elles me tiraient. J'ai dormi chez des amis à mes parents aussi, qui leurs enfants me faisaient des misères. Ils me mettaient dans un drap, ils me jetaient en l'air au plus haut possible qu'ils pouvaient. Ils mettaient une tête de... Je me rappelle, hein, j'étais vraiment terrorisé, quoi. Oui. Ils mettaient une tête d'ours et ils mettaient un drap par-dessus et ils me coursaient dans toute la maison, quoi. Et j'étais petit, hein, je me rappelle de tout, hein. J'étais vraiment tout petit, quoi. Puis sans compter que toutes les bagarres, les bagarres à n'en pas finir entre mes deux oncles marins pêcheurs et puis mon père qui arrêtait pas de se battre parce que notre famille était réputée pour ça, pour une famille de bagarreurs, quoi. Ils démontaient tout partout. Un jour, mon oncle, il s'en prend après à ma mère. Il a fait tourner, parce qu'il avait une force incroyable, il a fait tourner, je sais pas combien de tours comme ça. Elle tenait plus sur ses pattes. Il a balance, il la jette, quoi. Et moi, je voyais tout ça, quoi. Et puis, mon père, il est arrivé. Quand mon père s'est annoncé engagé militaire, il a sorti son couteau où il lui avait percé le ventre, quoi. Il lui a donné un coup dans le ventre et mon père et mon oncle étaient partis à pied. Ils étaient partis à pied avec le couteau dans le ventre. Parce que mon oncle, auparavant, il avait jeté mon père sur la route et la voiture s'était arrêtée à quelques mètres, quoi. De la tête de mon père, et mon père avait vu rouge. Que des situations comme ça, quoi. Oui, où la violence était votre lot quotidien, où vous étiez, vous dites, vous avez commencé d'ailleurs par ces mots, vous dites, on était comme des bêtes, effectivement, vous étiez comme un petit animal terrifié, et c'est l'image qui convient, parce que il n'y a pas de parole, c'est-à-dire la parole, c'est ce qui humanise. Et là, on n'est pas, y a rien qui humanise. On est dans les actes, et dans les actes, dans ce qu'ils ont de plus Moi, j'avais brutaux. quelque chose qui me sauvait. Non, excusez-moi, Caroline, j'avais quelque chose qui me sauvait et qui m'aidait énormément. C'est que Oui. comme on était d'origine de Guérande, de Oui. Marais-Salante Guérande, Oui. moi je pensais qu'aller dans la nature tout le temps, quoi. J'étais Oui. sans arrêt dans les marais avec les anciens. Même ma mère, si elle me criait dessus parce qu'elle voulait pas que je sorte, parce que elle se défoulait sur moi sans arrêt en m'enfermant. Quand on a eu une caravane, à un moment donné, on habitait dans une caravane, elle m'enfermait à double tour dans la caravane. Bon, j'avais réussi à sortir par la fenêtre. Après, elle m'empêchait de rentrer dans la caravane. J'avais soif, je pouvais pas boire. Et comme elle m'empêchait de boire parce qu'elle voulait pas que je fasse pipi au lit, je buvais de l'eau de Cologne, quoi. Je buvais de l'eau de Cologne, je buvais les bouteilles d'alcool qui étaient sous la caravane. J'ai commencé à boire,
ma première cuite, si je peux me dire ça comme ça, j'avais 7 ans, j'ai failli tomber dans le coma. J'étais vraiment pas bien parce que j'avais tellement soif Oui. que je savais plus quoi faire, quoi. Oui. Mais les gens autour, les gens aussi autour, à un moment donné, ils se sont mêlés de ce qui, parce qu'ils regardaient pas, oui et non, C'est-à-dire? quoi. Ben, disons que les gens ont appelé à un moment donné assistance sociale, quoi. J'ai eu une Mais assistance si, sociale. ça les regardait. Comment? Si, ça les regardait, justement. C'est... Oui, enfin, moi je dis que ça les regardait pas dans le sens où j'étais dans l'arrêt, parce que ce que j'ai vécu après, justement, c'est pour ça que je dis que ça les regardait pas, parce que je vous ai pas dit, mais ils ont appelé une assistance sociale qui est venue tout de suite, qui était affiliée au juge des enfants. Oui. J'étais jeune, moi j'ai commencé à travailler de bonne heure, donc c'est moi qui nourrissais mes parents parce que mes parents voulaient pas travailler. Donc j'allais à la pêche à l'âge de 8 ans, quoi. J'allais à la pêche avec mon vélo l'hiver, j'avais des crevasses sur le bout des doigts. Je ramassais les coques, Oui. puis je pédalais jusqu'au Croisic pour aller vendre ça, gagner un peu d'argent, et à peine l'argent était là, mon père il le buvait, ma mère aussi. Il fumait autant comme autant. Ma mère le matin pour m'envoyer à l'école quand j'y allais, parce qu'elle m'envoyait quasiment jamais, quoi. Mais quand j'y allais, elle me lavait la bouche avec sa salive, elle crachait dans son mouchoir. Et j'avais toute l'odeur tout le temps, toute la journée, j'avais l'odeur de sa salive dans mon nez, quoi. Je finissais par plus la supporter, quoi. Elle se lavait jamais. Il y avait que mon père qui se lavait, mais moi non plus, je me lavais pas beaucoup parce que je savais pas ce que c'était que se laver, quoi. Bien sûr, mais oui, on ne vous avait pas appris. Bah oui, on m'avait vraiment rien appris. Non, vous avez rien appris d'élémentaire, bien sûr. Puis un jour, j'ai été retiré à ma famille, quoi, par une assistance sociale que je remercie beaucoup, qui m'a aidé, oui et non, mais qui a fait ce qu'elle a pu après. J'ai été retiré à ma famille à quel de âge? bonne heure. À quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans. Et j'ai été envoyé à Sainte-Marie-sur-Mer, du côté de Pornic, là-bas, dans un foyer qui était mixte. Il y avait des filles et des garçons. Et quand je suis arrivé dans ce foyer, je fuguais tout le temps, quoi. Je fuguais, je dormais dans les voitures. J'arrivais à me débrouiller parce que je savais me nourrir. Donc, il y avait un peu la mer aussi là-bas. Donc, je pêchais ce que je pouvais manger. Je mangeais des tourteaux crus, pas des tourteaux, des petites étrilles, tout ça. J'essayais de découler des berniques pour manger des petits berniques crus parce que je voulais pas retourner au foyer. Moi, je voulais retourner dans les marais salants. Moi, je m'en foutais de mes parents, en fait. Moi, ce qui comptait pour moi, c'était les marais parce que les marais, ils m'apprenaient tout, quoi. Et les anciens, ils m'apprenaient beaucoup. Et voilà, j'étais sans arrêt recherché, la police me retrouvait, j'étais renvoyé au foyer. Après, les éducateurs, ils me tabassaient, ils m'ont cassé ma clavicule. Parce qu'un jour, je m'étais révolté, ils m'ont enfermé dans ma chambre. Et puis, j'ai fait un autre foyer, je suis parti après à Lorient, à l'Aumener, là-bas, du côté au Garmeur, un foyer qui s'appelait le Garmeur. Et dans ce foyer-là, il y avait plein d'enfants, mais des enfants aussi qui avaient des gros problèmes, quoi. Et qui faisaient beaucoup de bêtises. Et puis j'ai commencé les bêtises là-bas, dans ce foyer-là. Et puis je fuguais sans arrêt, et puis j'ai rencontré un manouche, puis je fuguais tout le temps avec lui. Puis là, c'était connerie sur connerie, enfin bêtise sur bêtise, pardonnez-moi. Et puis la police me recherchait, on me retrouvait. Dans ce foyer, c'était pareil, sans arrêt, j'étais tabassé. Puis moi, j'avais pas l'habitude de me coucher de bonne heure. Il y avait des règles à suivre. À 6h30, on était au lit, quoi. Il fallait être dans sa chambre, et à 7h, on était couché, quoi. Et tout était éteint. Oui, tout d'un coup, c'était très dur pour vous de passer d'un monde où il n'y avait aucune règle, où vous étiez totalement livré à vous-même, à tout d'un coup un univers où il y avait des règles très strictes, une discipline. J'étais autonome, moi, quand j'étais petit. Hein. J'étais obligé d'être autonome. Il fallait que je me nourrisse. Pas le choix. Il fallait bien, moi quand mes parents ne voulaient pas travailler, que j'emmenais une gamelle avec moi sur la côte, puis je faisais un petit feu dans les champs autour. Et puis ce que j'avais pêché, je le ramassais, puis je le mangeais, quoi. J'avais pas le choix. À la fin, l'argent, je le donnais plus parce que mes parents, ils le buvaient tout le temps. Et comme mes parents savaient que j'allais pêcher, parce que au village là-bas, tout le monde se connaissait, ils m'avaient vu aller pêcher. Et avec vos frères et sœurs, mon père, il me tabassait, quoi. Avec vos frères et sœurs, parce que vous parlez comme si vous étiez vous étiez enfant unique, hein? Oui, je suis un enfant unique. Ouais. C'est un enfant unique. Je suis un enfant unique. Et c'est pas plus mal, hein. Franchement, quand je regarde dans l'arrière. Enfin, j'ai failli avoir un frère, mais mon père, à force de taper ma mère, et le petit, il est mort dans le ventre de ma mère. J'aurais dû avoir un frère, mais il est mort, quoi. Et j'aurais bien voulu.
Mais s'il y a une place pour les enfants ou pour tout le monde, ben, j'espère que je le reverrai un jour. Mais comment je veux dire, non, voilà, quoi. Après, de ce foyer-là au Garmeur, je pouvais plus rester parce qu'il y avait un certain âge limite. Et je suis parti sur Nantes, dans un foyer sur Nantes. Alors là, je vous dis pas, là, ça a été... les bêtises, c'était plus des bêtises que je faisais, quoi. Là, c'était... Puis après, ils m'ont envoyé sur un autre foyer à Saint-Nazaire, en mairie de Saint-Nazaire, et là, j'ai vécu un drame, mais vraiment grave. Ils voulaient m'envoyer à l'hôpital psychiatrique parce qu'ils me considéraient fou, quoi. Et devant le juge, j'avais jamais le droit de rien dire, quoi. J'avais jamais le droit de parler, quoi. C'était horrible. Moi, la seule chose que je voulais, on me proposait des lieux de vie, on m'avait expliqué ce que c'était d'aller avec pas des lieux de vie, une famille d'accueil. Oui. Et moi, je disais que je voulais avoir une famille d'accueil autour de chez moi. Et il voulait pas, le juge. Et moi, je disais que moi, de toute façon, ce qui m'intéressait pas, c'était pas mes parents. Enfin, c'était pas mes parents qui m'intéressaient. Moi, c'était la région, quoi. C'était les Marais qui pour moi, m'éduquaient, ils m'avaient éduqué, quoi. Oui, c'est là où vous vous sentiez bien protégé, en sécurité ou dans vos marais. Moi, la nature, elle m'a éduqué, elle m'a tout donné. Aujourd'hui, vous travaillez dans les marais, vous êtes dans les marais, non? Non, malheureusement. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Non, aujourd'hui, j'ai une situation j'ai une situation qui n'en finit pas, quoi. En plus, j'ai fait l'armée, j'ai été engagé militaire à mon tour, pendant 11 ans. Oui. Je suis parti au Koweït, je suis parti en Afrique 2 fois. Puis ce que j'ai vu m'a fini, quoi. Pour dire, m'a complètement fini. Mais à un moment donné, où j'ai déraillé, quoi. Ça allait plus du tout. Mais entre-temps, dans ces foyers que j'avais fait là sur Saint-Nazaire, ils voulaient m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et ils me donnaient des médicaments tous les matins. Et j'arrivais plus à marcher, je pouvais même plus parler. J'arrivais plus à exprimer mes mots. Ils me forçaient à signer une feuille le matin. Et je voulais jamais la signer. Et comme pour passer par ma chambre, on passait par une salle de jeu, j'avais pris une canne de billard. J'avais 15 ans, 16 ans. Et j'avais pris une canne de billard et je voulais me défendre, mais j'avais pas l'intention de personne. Et là, ils avaient quelque chose contre moi, en fait. Alors, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans ma chambre. Et puis, je les entends. Ils ont dit, c'est bon, on peut appeler l'ambulance, on va l'emmener. Alors là, quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment paniqué. J'ai ouvert ma fenêtre, puis il y avait une gouttière. Et la gouttière, elle était cassée par la moitié. Alors, je pouvais pas descendre. Et les bâtiments de Saint-Nazaire, après-guerre, quand ils ont été refaits, c'est des bâtiments qui sont hyper hauts. Et moi, j'étais au 4e étage et il y avait 6 étages. Donc j'avais encore 2 étages à grimper en haut et j'ai pas eu le choix parce que moi je voulais pas qu'ils m'enferment. Alors j'ai attrapé la gouttière tant mal, je suis monté, je me suis accroché à la gouttière qui pliait sous mon poids. Et encore j'étais pas très gros à ce moment-là parce que je faisais vraiment pas lourd. Et j'ai réussi à monter sur la gouttière. Et comme je voulais pas descendre du même côté sur une gouttière, il a fallu que je passe par le toit. Et je m'arrachais avec tous les pieds avec les crochets. C'est pour ça aujourd'hui, Patrick, vous avez dit en appelant ce soir au standard que même si toutes ce que vous avez, ce vécu terrible, même s'il est très présent, vous avez peur aujourd'hui d'aller en parler à un psychiatre ou un psychothérapeute parce que vous dites que vous avez peur d'être jugé. Ah c'est clair parce que à chaque fois que je l'ai fait dans les foyers où j'étais, après ce foyer de Saint-Nazaire, quand j'ai réussi à m'échapper, je suis descendu par une gouttière de l'autre côté, j'ai failli me tuer. La gouttière elle a cassé, arrivé au 2e étage du bar. Mais là c'est différent, Patrick. Vous étiez. Et quand je suis parti, ils m'ont envoyé dans un lieu de vie, Caroline. Un lieu, vous savez ce que c'est? Ils m'ont envoyé dans un lieu de vie avec des trisomiques. Qu'est-ce que j'avais à voir avec des trisomiques? Rien. Parce que j'étais pas du tout malade. Non. En fait, ils m'ont malmené. En pensant m'enlever pour pouvoir me protéger du mal de ma famille, je subissais encore du mal parce que ces foyers-là, partout où j'allais, où ils me tabassaient, où je faisais des bêtises à n'en pas finir, je droguais et tout. Et puis, les dernières bêtises que j'ai fait, avec les gars avec qui j'étais, dans le dernier foyer que j'ai fait sur Nantes, quand je suis reparti sur Nantes, parce que le lieu de vie, ils tapaient, ils faisaient des jeux de rôle. Et ils simulaient en fait les histoires des enfants. Il y a Isabelle et Willy Baumer qui ont toujours cette... Ils simulaient, elle a joué le rôle de la mère et le rôle du père, et ils simulaient donc ce que les enfants vivaient. Et à un moment donné, je me rappelle, Willy, il donne une paire
Les enfants m'aimaient beaucoup là-bas. Et moi, je m'entendais énormément avec les enfants. Mm. Je les prenais dans mes bras, ou je les Oui. câlinais. Et à un moment donné, Guy tape un enfant, et je me suis révolté, quoi. Oui. Je me suis révolté, je lui ai sauté dessus. C'est et le du coup, je suis retourné problème dans un foyer. parfois, Patrick, c'est que c'est vrai qu'il peut se rejouer l'institution dans les foyers, il peut y avoir à nouveau de la violence. La différence aujourd'hui, Patrick, c'est que vous êtes adulte et si vous alliez de vous-même parler, et on voit à quel point vous avez besoin de parler, vous êtes intarissable quand vous parlez de cette histoire qui vous hante, et on comprend qu'elle vous hante. Et c'est bien que vous puissiez en parler et exprimer tout ça, parce que c'est aussi ce qui vous tient debout, et vous n'êtes absolument pas fou. Vous auriez... des mauvaises pensées. Mais vous auriez... J'ai des sales pensées en Oui, ce mais moment. justement, c'est pour ça, Et, Patrick, qu'il faut aller... Et plus ça va, et plus elle m'habite. Oui, mais Patrick... Patrick... C'est pas tant mon passé, mon enfance. Oui. C'est une partie du passé et l'enfance. La prison que j'ai faite parce que j'étais en prison à un moment donné, parce que j'avais braqué une pharmacie avec des gars. Oui, mais Patrick, Ils justement... m'ont envoyé en prison à l'âge de 17 ans. Ils m'ont envoyé en prison à l'âge de 17 Ouais. ans. Et pour me laisser sortir, la seule solution qu'ils ont trouvée, le juge, la seule solution qu'il a trouvée, au lieu de m'écouter quand j'étais gamin, la seule solution qu'il a trouvée, c'était de m'envoyer au régiment d'infanterie de marine à Vannes, qui à ce moment-là, il y avait un camp semi-disciplinaire. Et moi, je croyais que... Parce que j'avais fait 2 tentatives de suicide. La première, je m'étais pas loupé. Et comme il avait plein d'intention de me laisser sortir de prison, j'avais 1 an et demi à faire. Et j'avais recommencé une grève de la faim. Et comment je veux dire... Et là, du coup, elle m'a dit... la juge, elle m'a dit... vous sortez, mais à une commission, vous vous engagez pendant 2 ans au régiment d'infanterie de marine. En camp semi-disciplinaire. Et moi, quand je vois tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tout ce que les gens m'ont fait, comment on a été rigolé, comment j'ai été insulté, des copines de ma mère qui m'ont presque violé. Ma mère a libéré sur moi, elle a longé tout son poids sur moi, elle m'a arraché mon petit ongle de doigt de pied en hilarant mon petit doigt de pied. Mais justement, Patrick, moi, quand je vois tout ce que j'ai écoutez-moi, vécu, Patrick. à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'ai vécu, Patrick, justement, j'ai plus du tout de goût de vivre. oui, mais Patrick, justement, vous avez aussi un grand besoin d'en parler. Alors que vous n'ayez plus le goût de vivre, que vous soyez rattrapé par toutes ces violences, que vous vous sentiez complètement détruit, et qu'à un moment vous ayez envie d'en finir parce que la souffrance est trop forte, ça peut aisément se comprendre. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, personne ne va vous enfermer. Personne ne va vous dire que vous êtes fou, parce que à vous entendre... Mais non, mais Patrick, écoutez-moi, parce que là, vous êtes tellement enfermé dans vos pensées que vous n'entendez même pas ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes en très grande souffrance. Et comment ne pas l'être ? Simplement, vous portez en vous une souffrance parce que vous pensez que si vous allez parler de tout ça, on va vous juger. Et pourquoi vous pensez ça ? Parce que malheureusement, comme beaucoup d'enfants qui ont été victimes de sévices, vous pensez que si vous aviez été peut-être différent, il en aurait été autrement. Mais ce n'est pas le cas, parce que vos parents, ils n'ont pas pu être des parents, parce que leur histoire, à eux, ne leur a pas permis d'être des parents. Donc, vous n'êtes responsable en rien de toute cette histoire. Vous l'avez porté de plein fouet, vous en avez suffisamment fait les frais, et aujourd'hui, il faut arrêter de continuer à vous faire du mal et à continuer à vous détruire. Or, l'acte final, je dirais, de ce processus de destruction, ça serait de mettre fin à vos jours. Ça serait le point d'orgue de la destruction. Ça serait de vous mettre un terme à vos jours. Or, il est grand temps, aujourd'hui, enfin, d'arriver à prendre soin de vous. Parce que ma plus grande misère, ça serait de perdre la nature. Exactement, c'est la nature. Je me promène tout le temps dans la nature, je suis dans la forêt de Brocéliande. La nature, il y a des moments où il y a la nature où on a l'impression l'hiver où elle est morte. Au moins, la nature, elle ne fait jamais de mal. Et les humains, ils font tout le temps du mal, tout le temps. Mais je pas leur dis tous les humains. Le jour où il y aura la guerre, vous la voudrez plus parce que moi, je l'ai vraiment vécu. Pas tous les humains. Patrick, vous êtes allé au-devant de tout ce qui allait vous faire mal, y compris aller au-devant de la guerre, de tout ce qui allait vous faire encore plus mal, de tout ce qui allait un peu plus vous meurtrir. Donc il est grand temps maintenant d'arrêter de vous faire du mal comme ça. Et enfin Je dors dans ma voiture depuis maintenant, ça fait depuis le mois de septembre dernier que je dors dans ma voiture. J'ai besoin de vivre ces conditions que j'ai vécues. J'arrive à rien tenir. Je
tire pas mes boulots. Je suis comme mon père. Non, je n'arrive pas à tirer mes boulots. vous n'êtes pas Je suis comme... instable. Mais Je suis instable. Et pourtant, j'ai envie comment ne de pas vie de l'être? famille. Mais comment ne pas l'être? Vous avez été dans un monde, vous avez été projeté dans le monde de façon complètement chaotique depuis votre naissance. Pour autant, vous auriez pu basculer dans la folie, vous auriez pu basculer dans quelque chose de plus dramatique, d'une grande violence. Bon, vous avez fait de la prison pour un braquage, vous n'avez tué personne. Je veux dire, bon, vous avez au contraire ce contact, on sent il y a une très grande sensibilité chez vous, ce besoin d'être dans la nature pour vous ressourcer. Maintenant, ce qu'il va vous falloir accepter, Patrick, c'est une aide. Parce qu'il est clair que seul, c'est très compliqué. Alors, il faut vous dire que personne ne va vous juger. Personne. C'est vous qui êtes en train de vous juger. C'est vous qui ne vous jugez pas digne, et même pas digne de vivre, et ce depuis très longtemps. Donc vous êtes en train de vous battre contre vous-même. Et ça... Vraiment, mais je sais pas aimer. Mais j'ai beaucoup de mal à aimer, parce que je sais pas beaucoup ce que certainement, c'est. Certainement. Et paradoxalement, ça me manque, quoi. Certainement, c'est horrible. oui. C'est horrible de toujours sentir que j'ai besoin d'aimer, et j'ai peur d'être aimé. Oui. Certainement. Tous les gens qui ont voulu me donner du bonheur. Oui. Mais toutes les chances que j'ai pu avoir dans ma vie, mais à chaque fois où j'ai tout mis à l'eau. J'ai tout mis à l'eau volontairement. C'est certainement, Patrick, parce que aimer, ça tombe pas comme ça quand on vient au monde. On apprend, si vous voulez, l'amour, c'est aussi... cette capacité à aimer, elle nous vient de ce qui nous a été transmis. Parce qu'on nous a transmis de l'amour. Et quand on n'a pas eu cette chance d'en avoir par nos parents ou par ceux qui en tenaient lieu, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Donc pour le moment, ceux qui se sont approchés de vous en essayant de vous aimer, ça vous faisait trop peur. Mais donc, vous les avez tenus à distance parce que vous n'arrivez pas vous-même à vous aimer. Vous pensez que ce n'est pas possible que l'on puisse vous aimer. Donc, ce travail je vous encourage, mais vraiment à faire auprès d'un thérapeute le plus rapidement possible, ça va consister, et ça va pas se faire, il va vous falloir de la patience, il va vous falloir du courage, et vous en avez, Patrick, mais c'est vrai qu'il va vous falloir vous armer de patience. Ça veut dire que ça va être quelque chose pour petit à petit vous apprendre, vous dire que oui, vous êtes quelqu'un d'aimable et déjà aimable à vos propres yeux, et à ce moment-là, vous accepterez que l'on vous aime. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que pour le moment, tous ceux qui se sont, ou toutes celles qui se sont approchés de vous, vous les avez repoussés. Je vais vous lire quelques messages qui arrivent pour vous. Il y a First Lisa qui dit « Il est grand temps, Patrick, de déposer toutes ces valises de souffrance chez un psy. Je vous trouve intelligent, Patrick. » Il y a Ava qui dit « Chaque mot a une telle force qu'on se croirait presque dans un thriller. Patrick a une capacité admirable à aimer, mais il ne le sait pas encore. » Et puis il y a Coco qui dit « Vous allez pouvoir expulser votre souffrance en parlant, Patrick, afin de vous libérer. Personne ne vous enfermera, on vous écoutera, on vous aidera. » Il y a Cyril qui dit « On se relève de tout, même si pour le moment vous n'y croyez pas parce que vous avez terriblement mal. La preuve, aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez vécu et qui est terrible, vous êtes toujours debout. » Et puis EBE qui dit « Accroche-toi, Patrick, la vie est devant toi. » Il y a le subversif qui dit « La seule chance que votre vie vous a donnée, c'est d'être demeuré sain d'esprit. Dans cet univers de folie dans lequel vous avez grandi, vous n'êtes pas fou, c'est votre chance, saisissez-la. » Donc votre peur d'être enfermé n'a pas lieu d'être, elle est irrationnelle. Je vous assure que, je peux vous dire, je suis psychologue, vous n'avez rien de quelqu'un, du discours de quelqu'un qui est fou.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Il y a Lali qui dit « Votre parcours douloureux vous hante et ça se comprend, mais vous tirerez vraiment un immense profit à aller parler de votre souffrance. » Mais j'écris beaucoup. J'écris des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je sais plus à combien de cartons. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'écris, je peins, je dessine. Parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé de me libérer, quoi. C'est déjà important, Patrick, de pouvoir écrire. Mais je crois maintenant, vous voyez malgré tout ces idées noires. J'arrive à rien. C'est important, ça vous a aidé certainement à tenir, à ne pas sombrer, à ne pas basculer. Mais vous entendez qu'en ce moment, vous sentez qu'en ce moment, vous êtes aspiré, qu'il y a trop d'idées noires. Et là, il faut vraiment aller demander de l'aide et aller demander l'aide d'un thérapeute. Et quand on dit psychiatre, c'est peut-être justement, c'est pas là aussi, n'associez pas psychiatre et folie. Psychiatre, c'est parce que c'est un médecin, c'est remboursé par la sécurité sociale. Les psychologues, eux, ne sont pas médecins, donc ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Dans votre situation, il y a même le côté, vous pouvez même aller dans un CMP, centre médico-psychologique, vous vous renseignez, vous pouvez avoir les adresses auprès de votre mairie. Là, c'est gratuit. Simplement, il y a des délais d'attente un petit peu longs, il faut le savoir. Parce que c'est par secteur, c'est sectorisé, c'est en fonction du lieu où vous êtes, et il peut y avoir des délais d'attente un peu longs. Si vous pouvez faire l'avance des frais auprès d'un psychiatre, il vous fera une feuille d'assurance maladie. J'ai peur. J'ai déjà été en voir, j'ai parlé avec des gens qui ne parlaient pas. Je suis tombé un jour avec un monsieur, il me disait de parler, je parlais. Et en fait, il me parlait jamais. Et moi, j'avais besoin de réponses par rapport à des questions que je posais, mais les questions que je posais, en fait, il me répondait jamais, quoi. Je crois que c'était un psychologue, c'est ça ? Ce qu'il faut lui dire, peut-être, Patrick, c'est que vous avez besoin d'aide pour un peu parler. En tout cas, moi, ce que j'entends, quand même, c'est que vous avez pu parler à un moment, vous parliez, c'était vous qui parliez. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit vous qui parliez, quand même. Mais si vous avez besoin d'être soutenu, d'avoir un petit peu un retour, c'est important de dire que vous vous sentiez soutenu. Après, ce qui compte... Non, mais je veux pas. Non, attendez, Patrick, écoutez. Plus, jamais envie. Bon, vous savez que dans la nature, je suis bien, vous savez... Oui, non, mais Patrick, dans la nature, c'est une très bonne chose. Nature, vous savez, pour vous ressourcer, c'est une très bonne chose pour vous ressourcer, mais en revanche, la nature ne pourra pas vous guérir de blessures aussi profondes. Donc, la nature va vous permettre de vous faire du bien, de vous apaiser face à cette souffrance qui est la vôtre, face à vos idées noires qui vous envahissent. Là, il faut quand même accepter l'idée de vous faire aider, Patrick. Il faut aussi être quand même raisonnable, et là, seul un médecin pourra vous aider. Donc, il faut accepter l'idée aussi de prendre soin de vous, ce que personne n'a fait jusqu'à présent, et vous seul pouvez le faire. Vraiment. Donc, allez consulter au plus vite. Coco dit, vous faites partie maintenant de la grande famille de la nuit. Voyez, ce soir, tout le monde est derrière vous et vous encourage à aller en parler. Bon courage et consultez sans trop tarder, Patrick. Au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit.
ou par courriel sur le site europe1.fr. Beaucoup de SMS qui arrivent pour Patrick qui témoignait juste avant le journal de minuit. Eridan qui dit Patrick est terriblement attachant, que la force soit à jamais avec lui. Et puis Coco disait peut-être qu'il pourrait se réécouter un peu en podcast et ça l'aiderait à prendre un petit peu de recul. Il y a Amanda de Corse qui dit on sent qu'il émane de vous une force et c'est cette force qui vous a amené à appeler ce soir. Continuez, je vous embrasse, dit Amanda. Il y a également Yves qui dit croyez-moi, cher Patrick, pas de jugement de ma part, malgré l'enfer que vous avez vécu. Vous êtes un homme que j'admire, qui suscite beaucoup d'empathie et de sympathie. Et puis, le subversif dit avec une aide thérapeutique qu'il faut à Patrick un exemple de résilience qui éclaire ses ténèbres, qu'il entre en contact avec des associations. Nous lui avons transmis effectivement hors antenne pendant le journal de minuit des associations s'occupant de personnes ayant été victimes de maltraitance. Et puis, voilà un petit peu ce que j'ai reçu. Il y a également il y a Pélican qui dit on sent effectivement un grand besoin de parler. Courage, la vie vaut d'être vécue. Le meilleur vous attend, vous avez déjà traversé le pire. Valentin dit ce qu'il a vécu n'a pas de mots. Patrick doit se dire que malgré ce qu'il a subi, il est devenu un mec bien. Il a besoin de se faire aider et d'essayer de se tourner vers son ami et son allié, la nature. Violaine dit tout d'abord Patrick se retourne et revoit le petit garçon qu'il était, pour lequel il est rempli de compassion et qu'il aurait aimé protéger, mais il faudrait qu'il le protège encore davantage, ce petit garçon finalement, parce qu'il est encore, je trouve, dans quelque chose, et ça se comprend, de la destruction. Ce qui s'en est suivi découle de tout cela. Beaucoup n'auraient pas fait mieux dans la vie, Patrick. La nature vous a sauvé, ainsi qu'une certaine liberté. Lorsque j'entends votre analyse, Patrick, j'ai envie de vous dire que vous en êtes bien sorti. Courage, vous verrez le bout du tunnel, d'autant que vous savez voir les jolies choses de la vie, à savoir la nature. Oui, c'est vrai que quand Patrick disait « je ne sais pas aimer », vous avez raison, Violaine, il voit aussi le beau, la beauté, et qui se trouve dans la nature, c'est vrai. Et puis voilà, on va écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Christelle. Quelques messages encore pour Patrick. Denji qui dit Patrick, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Et puis un autre message qui dit on sent une force qui anime Patrick. Il doit se poser et faire une rencontre. Peut-être qu'il aidera. Oui, il peut y avoir des rencontres aussi qui peuvent aider. Et justement à ce sujet, Marie-Henriette a appelé le 3921. Elle ne souhaitait pas s'exprimer à l'antenne, mais elle dit Patrick s'exprime très bien. On sent qu'il est intelligent. Il choisit très bien ses mots. Il doit aller voir un psy et en trouver un très humain avec qui il s'entendra bien, parce que Marie-Henriette dit certains sont odieux, n'ouvre pas la bouche. Surtout, Patrick ne doit pas jeter ses dessins, car plus tard, il trouvera un grand intérêt à ce qu'il fait quand il ira mieux. Oui, c'est vrai, pour le moment, il disait que finalement tout ça n'avait pas grand intérêt, c'est parce que Patrick va mal, alors il a l'impression que tout ce qu'il fait ne vaut rien, comme il a le sentiment que lui ne vaut rien. Mais vous avez raison, Marie-Henriette, c'est important surtout qu'il garde tout ce qu'il a écrit et fait. Bonsoir Christelle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Ouf, la liaison est pas très bonne. Vous avez un haut-parleur ? Oui, attendez, je vais le retirer, c'est sur le portable, oui, effectivement. Ah ben vous enlevez le haut-parleur et ça sera tout de suite beaucoup mieux. Je vais l'enlever parce que j'ai essayé de ne pas vous rater, attendez. Oui, mais le haut-parleur avec à la radio, ça fait du Larsen. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah ben oui, là tout de suite, nettement mieux. ouais, tant mieux. Voilà, je vous appelle parce que j'avais envie d'un avis extérieur, Oui. J'ai vécu il y a 2 ans une histoire assez terrible.
qui pour moi, à mon sens, dans mon histoire qui n'était pas non plus la plus facile, c'était pas celle de Patrick non plus, mais j'encourage, mais pas facile non plus. Mais celle que j'ai vécue il y a 2 ans était assez dure. J'étais depuis l'année 2004 avec un homme. J'ai rencontré un homme dans mon travail qui, dans le cadre de mon travail, qui faisait, on va dire, qui avait la même fonction que moi, mais dans le milieu hospitalier, dans l'anesthésie, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et bon, il s'est décrit comme un homme malheureux dans son couple. Et bon, moi, je l'ai renvoyé dans son couple pour qu'il puisse se retrouver. S'il disait qu'il était malheureux, il avait un enfant de 3 ans. Je suis d'une culture et d'une tradition assez stricte et assez traditionnelle. On casse pas une famille comme ça. Donc il est revenu au bout de 2 mois ou 3 mois, en me disant c'est fini. Bon, c'est fini. Il avait pris un appartement. Alors, il était amoureux de moi. Enfin, bon, j'ai eu droit à tout. Et j'ai eu droit à tout ce qu'on peut faire croire à quelqu'un de naïf qui a 32 ans et qui espère vivre l'amour avec un homme bien, avec des valeurs, avec des principes. Mais il était déjà séparé de cette femme quand il vous a rencontré ? Tout à fait, Caroline, oui. Tout à fait. Oui, oui, il était séparé et il était en cours de divorce, parce qu'il était marié avec la première femme. Oui. Avec moi, il n'a pas été marié, on n'était pas pacsés. Donc, nous avons, en 2004, nous avons commencé une histoire d'amour. Oui. Et j'y ai cru comme jamais j'ai cru en une autre histoire d'amour. J'en dansais, je me rappelle encore, je dansais avec lui dans les rues. Voilà, ça me paraissait féerique. Quand on est amoureux, tout paraît très léger, hein ? Oui. Oui, c'était fait. Moi, je trouvais ça assez féerique, assez. Bon, voilà. Donc, on a eu des difficultés. Oui, on a eu des difficultés dans l'histoire, dans la séparation avec sa première femme. Moi, d'un regard extérieur, je comprenais pas. Autant de haine, autant vis-à-vis de la maman de son premier fils. Après, mais parce que vous étiez tout entière, vous, dans votre histoire. Complètement. Dans la naïveté. Vous étiez amoureuse, oui, donc vous ne voyez pas que pour elle, c'était plus difficile, aveuglée. Certainement, oui. Et donc, on a travaillé ensemble et on va dire 2004-2006, mon premier fils est né. Est né en 2006. 2 ans après, j'ai eu mon premier fils. Après, il s'est produit on lui a proposé un poste en or, en libéral, oui. On va dire en or financièrement, en libéral à Bordeaux, dans l'association de son frère. Parce que dans le libéral, au niveau hospitalier, dans l'anesthésie, c'est très lucratif. Il y avait sa sœur, il y a toujours sa sœur, il y a sa mère, il est tout autour de sa famille. Et moi qui viens de Toulouse, moi qui suis provinciale, je me suis dit, au moins je vais me rapprocher de ma famille. J'étais à Paris. Moi, j'ai été plus que ravie. On a quand même discuté longuement du fait de la séparation ceci dit, il avait qu'un droit de visite avec son premier fils, week-end sur 2 et la moitié des vacances, quelque chose d'assez classique. Donc ça ne changeait rien et lui financièrement il lui payait l'avion. Donc finalement il a accepté, voilà. Et on est parti.
Et on est parti. Et on a eu des difficultés. J'ai eu des difficultés avec son fils. J'ai pas eu cette éducation d'enfant roi. Il était tout le temps dans la culpabilité. Donc sa parole avait plus de parole que la mienne. En tant que belle-mère, je me sentais très 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 mal. J'ai vu un psychologue pendant 1 an pour. Donc vous commenciez à déchanter un peu. Ah, parce qu'il fallait que je me remette en question. Donc moi j'y ai cru aussi. Donc je me suis dit ça vient de moi. Aussi, je pense dans une relation, il y a du 50-50, il y a jamais. Et donc je suis allée, je l'ai fait pendant 1 an. Bon, il y avait des difficultés avec son premier fils. Après, ça s'est amélioré. Mon deuxième fils est né malgré les difficultés, même si il me disait régulièrement qu'il m'aimait. Moi, je crois à la phrase qui dit l'amour, il n'y a pas d'amour sans acte d'amour. Les mots, pour moi, ça ne veut rien dire. Il disait souvent qu'il m'aimait et moi, j'étais dans les actes d'amour au quotidien, avec lui ainsi qu'avec mon ex-beau-fils. Et finalement, alors, comment... Et finalement, excusez-moi, je vais... Oui, non, parce que j'aimerais comprendre, je sais que parti. La situation est plus compliquée, oui, vous n'êtes plus avec cet homme, donc tout à fait. Comprendre. Il est parti 5 mois après la naissance de mon deuxième fils. Ah, 5 mois après la naissance. 5 mois, il avait 5 mois. Oui. Et donc, il est parti pour une autre femme qui lui a fait croire je ne sais quoi, puisqu'il s'en est séparé 1 mois après. Et malgré tout, quand il est ce qui s'est passé, ce qu'il m'a dit, je veux partir pour réfléchir. Oui. Naïve. Moi, j'aime beaucoup la réflexion, j'aime beaucoup la remise en question, j'aime beaucoup tout ça. Donc, j'y ai cru. Et je me suis dit que probablement que je lui ai fait passer ce message et que au bout de certaines années, je me suis dit non, en fait non, c'était pour être avec une autre femme. Je suis partie pendant quelques jours à Toulouse auprès de ma famille et puis je lui ai reposé la question, est-ce que tu as une autre femme? Parce que toute ma famille et mes amis me disaient mais il y a quelqu'un d'autre. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est quelqu'un d'honnête. Et parce qu'il a dit à toute sa famille, il avait cette image, il le criait haut et fort, qu'il était quelqu'un d'honnête donc il ne m'avait pas trompé. En fait, il m'avait trompé. Et il m'a trompée, et peu importe, c'est une chose, je dirais, humaine. Et il n'est pas resté avec elle? En fait, il n'est pas resté avec elle, non. Pendant 2 mois, non, pendant 1 mois exactement. Ça s'est passé au mois de mai, fin mai, de l'année, il y a 2 ans. Et les dates me reviennent encore. Et donc, on est allé voir un psy de couple, parce que je lui ai demandé d'aller voir un psy de couple. Parce qu'il a dit à tout le monde, il ne me supportait plus. Alors, c'était le monde à l'envers. C'était une famille catholique, 8 enfants, 27 avec mes enfants, 28 petits-enfants. Il n'y a que lui qui a fait un peu qui a eu on va dire des soucis familiaux, mais tout le reste sont des familles solides et qui ont des principes et des valeurs. Et donc, on allait voir un psy pendant cette... Alors, attendez, je me perds un petit peu. Vous êtes allé voir un psy au moment... après, il est revenu vers vous après cette rupture-là, il est revenu vers vous. Plus ou moins. Plus ou moins, en fait, et là, vous avez décidé d'entreprendre une thérapie de couple. Oui. Parce que je lui ai proposé. Oui, ça j'avais compris. Il n'a jamais voulu rester dans notre maison. Il voulait aller habiter chez une amie. Chez son amie, je la connaissais. Donc j'avais confiance. Mais en fait, pendant cette période-là, il continuait. Je l'ai appris 1 mois après. J'y ai cru. J'ai remise en question. Mais bon. Ce qui, moi, pourquoi le but de mon appel, très 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 long, très long, c'est qu'en fait, quand j'ai réalisé qu'il me mentait encore une fois,
parce que c'était beaucoup de mensonges, de manipulation. Je dis, je pars, parce que j'étais à 1 kilomètre de périmètre de sa mère, de sa sœur, de son frère. Oui. Personne n'est venu me voir pendant 2 mois. J'étais complètement isolée. Et vous n'avez pas de famille? Parce que vous parlez beaucoup de cet homme et de sa famille, mais vous n'êtes pas entouré? Si. Mais à cette période-là, j'étais à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'étais autour de sa famille. Vous étiez rapproché vous étiez un peu coupé de vos racines à vous. C'était auprès de sa famille qui pour moi était la mienne aussi. Et là, du coup, sa famille aussi s'était détournée de vous, même si vous aviez vos 2 petits-enfants. Complètement. Ils ont eu la varicelle. Oui. Ils ont eu la varicelle. Le deuxième a eu mon fils cadet a eu la varicelle pendant 3 semaines, 39,4. J'étais dans le privé. Enfin, je pense que beaucoup de mamans ont vécu ça, courir partout entre la nounou, la crèche, parce que j'avais mon fils aîné qui était à la crèche, à courir partout parce qu'il ne fallait pas que je perde la face et que je reste la maman que j'étais au quotidien. Donc j'ai fait tout ça et au bout d'1 mois, je lui ai dit écoute, là ça va pas Frédéric, il faut que je parte. Il faut que je suis isolée, j'ai personne vient me voir. J'ai mon ex-beau-père, mon ex-beau-frère qui habitait à 200 mètres, imaginez, à 200 mètres, qui n'est jamais, ni mon ex-belle-sœur, alors que je n'ai jamais rien fait de mal à ces gens-là, au contraire. J'étais bien trop hospitalière avec du recul, bien trop gentille et personne n'est venu me voir, donc je suis partie. Il m'en veut depuis. Alors que je lui ai dit 2 fois devant le psy, je pourrais pas rester, il faut que j'aille auprès de ma famille qui va m'épauler. J'ai ma soeur, mon frère et ma mère qui, grâce à Dieu, ils sont toujours là et à chaque fois je peux compter sur eux. Mais il m'a dit une fois, il m'a dit t'en seras jamais capable, alors que j'ai toujours été une femme indépendante. C'est un pseudo Christelle, issu de l'immigration et je me suis battue et débattue pour avoir une formation et une profession professionnelle, une profession moi dont je suis fière. Mais finalement, vous en êtes où là avec cet homme aujourd'hui? Donc vous êtes officiellement séparés? Ah oui, on est séparés. D'accord. On est passé devant le juge. Ce qui, moi, m'a démoli, c'est qu'il m'a humiliée, salie devant le juge. Mais pourquoi vous êtes démolie? Parce que vous dites que vous êtes fière de vous être battue pour, par rapport à... vous vous êtes battue pour avoir votre profession, avoir... bon, ça n'a pas été simple parce que la bataille a été âpre sur le plan juridique. Mais pourquoi vous sentez-vous démolie? Parce que je ne crois plus en les hommes, Caroline. Oui, non, mais attendez. En les valeurs humaines, je ne crois plus en tout ça. Est-ce que c'est pas excessif? Parce que cet homme vous ait, Chloé, que vous soyez très déçue de son comportement, mais de dire que vous ne croyez plus en les hommes, vous voyez. Alors moi, il y a une chose qui me frappe dans votre témoignage depuis le départ, Christelle, c'est que vous avez dit, alors évidemment, vous connaissez la fin de l'histoire, hein, ça fausse aussi les choses. L'histoire a démarré un peu comme un conte de fées. On est en plein dans ça actuellement avec les mariages de princesses. On imagine d'ailleurs que c'est merveilleux d'être une princesse. L'envers du décor est souvent tout autre. Il m'appelait princesse. Il vous appelait princesse. Vous voyez, j'étais pas très loin. Bon, on s'imagine. Oui, mais il y a chez vous un côté comme ça. J'entendais dans votre petite voix sucrée un côté, comme vous me disiez, vous dansiez dans la rue. Il y a un côté bon. Et puis vous, dans vos propos, vous dites j'y ai cru. Enfin, naïf que je suis. Et bon, est-ce qu'il n'y avait pas chez vous une petite voix intérieure qui fait que vous sentiez quelque chose chez cet homme dès le départ que vous n'avez pas voulu entendre? Cet homme qui était en train de se séparer de sa première femme en laissant un enfant de 3 ans, quelque chose qui était insidieux, hein, qui n'était pas très clair, mais sa première épouse, où sa bataille est ferme déjà, c'était pas très clair. C'est une question que je vous pose, hein, mais
bon, qui est faussée parce que vous connaissez la fin de l'histoire, mais sur le fait où vous parlez de naïveté, de vous dites j'y ai cru, comme si au départ, bon, on s'engage dans une histoire et puis voilà, malheureusement, l'histoire se termine pas toujours comme on l'aurait voulu. Mais Mais je vais répondre tout simplement à cette question. C'est que en fait, c'était un homme qui montrait une culpabilité énorme. une culpabilité par rapport à quoi? Une culpabilité par rapport à son fils, par rapport à Oui. rapport à ses devoirs, par rapport à ce qu'il avait engagé vis-à-vis de son ex, sa première femme. Donc je me suis dit, cet homme-là a des valeurs. Mais je vais répondre à votre question, effectivement. Mais c'est que maintenant que je me dis que j'aurais dû poser la question, parce que j'étais dans le flou artistique où j'ai pas voulu du tout voir l'homme qu'il était. Et ça en est mais désarmant après avoir fait 6 ans d'études après le bac. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas l'intelligence qui entre en ligne de compte, ni l'instruction. Là, c'est vos émotions, c'est que vous étiez amoureuse et que cet homme-là, vous étiez, quand on ne sait pas pourquoi on aime et pourquoi vous avez été si séduite. Mais ce qui moi m'énerve, c'est que je ne comprends plus maintenant comment fonctionnent les hommes. J'ai rencontré. Non, mais mais là, attention aux généralités, parce que quand vous dites que vous soyez terriblement déçu et meurtri de cette histoire, c'est une chose. Maintenant, quand vous dites je ne comprends plus comment fonctionnent les hommes, c'en est une autre, parce que tous les hommes ne fonctionnent pas de la même façon, heureusement, parce que ça serait d'une tristesse s'il y avait un mode d'emploi. Voilà, les hommes fonctionnent de la même façon, les femmes fonctionnent de la même façon, parce que la vie serait triste. Donc, vous rencontrerez un jour un autre homme et qui sera dans un autre registre. Et peut-être que vous serez attiré, je l'espère pour vous, pas par le même type d'homme. Non. Là, je suis parce que j'ai consulté. Après 2 ans de réflexion, puis j'ai rencontré d'autres personnes. Mais c'est extrêmement difficile dans la société dans laquelle on vit, d'être alors qu'on a je vis correctement bien. Mes enfants ne sont pas des enfants rois parce que je m'oblige à ce qu'ils ne soient pas, parce que du côté de leur papa, c'est ça. Mais je m'y oblige à qu'ils ne soient pas. Ils n'ont besoin de rien du tout. Mais je me rends compte qu'en fait, issu d'une minorité, avec 2 enfants en bas âge, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un qui puisse, je dirais au niveau masculin, qui puisse comprendre les difficultés que c'est. Très très difficile. Oui, mais ça sera d'autant plus. Les femmes, on est capable de surmonter ça. Pas si sûr. Alors que les femmes non. Pas si sûr. Les hommes non. Pas si sûr, Christelle, dans la mesure où, pour le moment, vous avez une très grande méfiance vis-à-vis des hommes parce que vous êtes meurtrie, et ça se comprend, par rapport à cette histoire que vous venez de vivre. Donc vous êtes sur la défensive. Ce n'est pas que par rapport à ça, Caroline. C'est un peu quand même. Pas seulement. Ce qui m'a vraiment le plus blessée en tant que qui a meurtri mon intégrité de femme, c'est une chose, mais mon intégrité de maman. C'est-à-dire maman. Oui. C'est devant le juge me traiter de femme dangereuse, de folle. Tout ça parce que je me suis mis une fois en colère parce qu'il avait pris mon fils. Tant qu'on passe pas devant le juge, qui n'est pas une ordonnance du juge, c'est un no man's land. Donc il peut faire n'importe quoi. Il peut prendre. Il a pris mon fils aîné en sortant de l'école et faire n'importe quoi, comme il voulait, ne pas le ramener à l'école. Christelle, je vais vous interrompre parce que vous savez, malheureusement, dans toutes ces témoignages, souvent ce que l'on entend, trop souvent, dans ces histoires de divorce, et ce que entendent les juges aux affaires familiales, des parents
qui se déchirent, qui se dénigrent, qui s'humilient, qui se rabaissent. Ce sont au départ des gens qui se sont aimés terriblement, et ça montre que derrière l'amour, c'est pour ça quand on dit parfois l'amour, y compris l'amour, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à nos enfants? L'amour. Et on dit l'amour ne suffit pas. Non, parce qu'on oublie que derrière l'amour, il y a son revers terrible qui est la haine. Et on le voit bien dans les histoires de couple, parce que quand un couple divorce, heureusement, c'est pas vrai dans tous les cas, et heureusement quand il y a des enfants, mais très souvent, eh bien, on assiste à ce que vous venez de décrire, un homme et une femme qui sont prêts à tout pour atteindre l'autre, pour l'humilier, des couples qui se sont terriblement aimés et qui après se haïssent de façon tout aussi terrible. Alors, il y a un temps pour tout, vous allez penser vos blessures, lui aussi de son côté, je l'espère pour vous deux et je l'espère surtout pour vos enfants. Ce que je veux dire juste, Caroline, c'est que là où je vous arrête, c'est que nous, avec mon avocate, dans la mesure où on était pacsés, ce n'est pas pareil qu'un divorce. Donc on n'a pas à parler d'infidélité ou autre, on parle des enfants. Terminé. Donc nous, on est allé avec la fleur au fusil. Et moi, j'ai tout ça par écrit. Tout est écrit. Et nous, on l'a jamais dénoncé en tant que mauvais père, en tant que. Oui, mais il y en a toujours un qui est plus dans ce rôle. Jamais. Non, on n'a pas mentionné, même pas quand Oui, non, mais ce que je voulais dire, je parlais de façon plus. Jamais je lui ai parlé de ça, jamais. Jamais. Non, mais je parlais de façon plus générale, au-delà de votre situation personnelle. Mais on sent à quel point c'est à vif pour vous, à quel point, cette situation, le fait d'avoir été dénigré de la sorte est douloureux et ça peut se comprendre. Maintenant, c'est bien peut-être que vous travaillez aussi cette question pour reprendre confiance en vous, de façon à envisager votre avenir personnel, votre avenir aussi en tant que femme, de façon un petit peu plus sereine, je crois. Alors, c'est ce que je fais. J'ai recommencé à faire du jogging. J'ai fait des courses. J'ai fait la Toulousaine. Et puis travailler aussi. J'ai fait 10 kilomètres. Je travaille. C'est bien. Continuez alors. Bonne chance, Christelle. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Alors, des petites réactions au 739 21 pour Christelle. Brigitte qui dit, allez, il y a heureusement plein d'hommes honnêtes, généreux et plein de femmes aussi. Il va vous falloir reprendre confiance. Lali qui dit, vous êtes une femme blessée mais courageuse. Vous allez reprendre confiance en vous et aux hommes. Il y en a des biens, croyez-moi. Sergio qui dit, les hommes ci, les femmes ça. Attention Christelle avec ces généralités. Chaque personne est unique. Il y a Patou le routier qui dit, de vraies valeurs, ne pas vouloir casser un couple et des principes. J'avoue que je suis agréablement surpris. Merci Christelle. Et puis il y a EBE qui dit, eh oui, Christelle découvre que le prince charmant n'existe pas, mais la vie continue et les mecs bien ne manquent pas. Notre message qui dit, votre histoire avec cet homme ressemble à un labyrinthe. Isolez-vous de ce que vous avez vécu avec lui et retrouvez la personne que vous étiez avant de le rencontrer. C'est très judicieux. Après une rupture, il faut essayer de se retrouver soi. On va maintenant accueillir Clémence. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Clémence. Bonsoir aux auditeurs. Moi, j'appelle ce soir pour témoigner en tant qu'assistante de service social. En fait, je travaille au SAMU social de Paris. Oui. Et donc, c'était un petit peu pour témoigner par rapport à la situation de crise actuelle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a assisté à la fermeture du dernier centre d'hébergement d'urgence pour les femmes la semaine dernière. Et il y a une restriction budgétaire pour l'hébergement donc des familles.
Donc c'était un petit peu pour communiquer aussi à la population et puis aux auditeurs. Le fait qu'il y ait des femmes actuellement qui sont donc dans la rue sans réponse, sans moyen d'hébergement. Et pareil pour les familles, les enfants. Et pareil pour les hommes. Les hommes, beaucoup d'hommes aussi qui dorment dans la rue parce qu'il y a aussi pas beaucoup de moyens aussi pour les hommes. Oui, alors j'ai lu ça dans la presse, que c'était un des centres, un des foyers d'hébergement où il n'y en a pas beaucoup qui accueillent les femmes parce qu'il y a peu de foyers pour les femmes. Oui. Et donc, il y en a plus pour les hommes, si j'ai bien compris. Oui. Parce que il y a plus d'hommes aussi à la rue que de femmes, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui sont à la rue. Et pourquoi ce centre a-t-il fermé? Alors oui, là on parle bien en fait d'hébergement et pas de logement. Donc moi je travaille dans l'urgence. Oui, d'urgence. Vous travaillez pour le SAMU social. Donc c'est pour ça que pendant l'hiver, il y a beaucoup plus de moyens, de dispositifs. Là, on est confronté à l'été, donc il y a beaucoup de dispositifs qui ferment, des associations qui ferment, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont bénévoles. Donc oui. Déjà, ça c'est à tenir compte. Et ce centre-là a fermé parce qu'en fait, il était plus adapté aux conditions d'hygiène. Même il y avait donc un avis de démolition qui datait à peu près de 10 ans. Donc le temps que le projet se fasse, il y a donc un projet d'urbanisation qui a été mis sur ce centre. Il a donc été remplacé par un autre centre d'hébergement d'urgence qui contient donc le même nombre de places pour les hommes, mais il n'y en a pas pour les femmes. C'est-à-dire que c'est un centre d'hébergement d'urgence qui vont donc accueillir que des hommes et qui accueille actuellement que des hommes et pas de femmes. Et il y avait donc un hôtel qui devait être mis à disposition pour les femmes par rapport au nombre de places qu'on avait. Oui. Et au dernier moment, l'État a dit que c'était donc un surcoût et donc ne finance pas. Donc ces femmes vont aller où concrètement ? Concrètement, le soir, quand nous travaillons donc en maraude, dans la rue, oui. ou même il y a des personnes qui sont là, donc c'est le 115 est donc un appel téléphonique qui travaille, il travaille 24 heures sur 24. Quand on appelle, et donc il n'y a aucun moyen donc d'hébergement pour la nuit pour les femmes actuellement dans Paris. Mm-hmm. Donc là, il y a vraiment une vulnérabilité déjà. Il y a des dangers à laquelle sont confrontées les femmes et que ce soit les familles, les enfants, c'est la même chose. Donc il y a vraiment une situation de crise et je pense que c'est important de le communiquer à un large public. C'est important de le dire, d'autant qu'on s'inquiète toujours. C'est dans les médias le marronnier, comme on dit, de la situation des sans domicile fixe l'hiver, parce qu'on dit ça fait malheureusement la une. Le premier qui meurt, c'est terrible, et puis après, on s'habitue à ces chiffres terribles que des gens meurent comme ça dans la rue. Mais oui, je vous laisse dire, Clémence. Oui, il y a beaucoup plus. Il y a des chiffres justement qui montrent que les personnes meurent plus l'été que l'hiver, parce que justement il y a beaucoup moins de moyens qui sont mis en place. C'est-à-dire que là, on le voit concrètement au niveau de l'hébergement, il n'y a donc plus rien, plus aucune réponse. Et au niveau même de toutes les associations, les services d'aide alimentaire, il y en a beaucoup qui ferment, même pour les services par exemple pour se laver, pour se vêtir, tout ce qu'on a besoin de services comme tout être humain, il y en a beaucoup qui ferment parce qu'il y a beaucoup d'associations, c'est du bénévolat où il y a beaucoup de départs en vacances et puis ça met encore plus en péril donc déjà la situation précaire dans laquelle se retrouvent ces personnes. Et là avec l'hébergement c'est juste la fin quoi. Il y a donc plus aucune réponse et donc en tant qu'assistante sociale c'est vrai que là on assiste on est au courant justement de l'importante dangerosité à laquelle ces femmes, ces enfants, ces familles et même ces hommes sont confrontés pendant l'été. Donc nous, le SAMU social, on a commencé à faire grève depuis mercredi. On a déjà fait une mobilisation devant l'hôtel de ville qui n'a pas du tout été médiatisée, mais il y a eu du monde. Demain, on fait une marche. Où ça? On fait une marche, donc c'est à 13h30 devant le parvis de l'hôtel de ville, le rassemblement. Et on va marcher jusqu'au ministère du Logement.
D'accord. Donc demain, pour ceux qui sont ceux qui nous écoutent, qui sont à Paris, région parisienne, à 13h30 devant le parvis de l'Hôtel de Ville. D'accord. Voilà, exactement. C'est pour essayer que l'État et puis les autorités justement compétentes puissent donner les moyens à ces personnes d'avoir des moyens d'hébergement. Je veux dire, on parle du droit au logement, mais l'hébergement c'est juste ce que tout être humain a besoin. C'est vital et concrètement, ouais, c'est. Oui, ce qui est une différence parce que ces personnes à la rue ne sont pas dans une. C'est encore différent du droit au logement. Elles sont de l'ordre de l'urgence, d'avoir un logement, pouvoir disposer d'un logement, s'occuper d'un logement, être dans l'autonomie. Elles ne sont pas à ce stade-là. Hein. Elles ont besoin de structures. Il y en a peut-être, oui, sur lesquelles on peut travailler, évidemment, à les amener à une autonomisation. Mais il y a des personnes qui ont besoin, il faut prendre en compte. Qui ont de grandes difficultés à accéder au logement. Mais là, ce serait un combat que j'aimerais bien justement normalement parler. Mais là, je suis réduit à juste me battre sur des besoins humains qui sont donc l'hébergement d'urgence, c'est-à-dire l'hébergement d'urgence du 115, c'est donc un hébergement de nuit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont hébergées, c'est au jour le jour. Elles rappellent le lendemain le 115. Et là, pour l'instant, même dans ces conditions qui sont déjà très précaires, il n'y a même pas de moyens. Donc concrètement, nous ne pouvons plus exercer correctement nos missions. Et même nous sommes au courant et informés de la dangerosité, de la mise en péril qu'ont tous ces personnes, parce que c'est une importante vulnérabilité de vivre dans la rue. Il y a beaucoup plus de femmes, ça augmente la situation, le nombre de femmes qui sont dans la rue? Oui, il y a énormément de femmes, il y a vraiment une demande. Quand le centre a fermé, on le voit tous les soirs, il y a à peu près 60 femmes qui appellent, qui n'ont pas de demande, mais ça c'est la nuit. Donc le jour, il y en a aussi qui appellent. Et concrètement, il n'y a pas de. C'est-à-dire que normalement, on peut dire à la personne, allez vous réfugier peut-être pour vous mettre en sécurité dans les urgences des hôpitaux. Dans les urgences des hôpitaux, c'est pas le lieu, donc ça devient très compliqué aussi. Donc là, sans moyen du tout, il y a aucune réponse pour ces femmes justement qui sont dans la rue et donc très vulnérables parce qu'elles peuvent être victimes d'agressions physiques, d'agressions sexuelles, particulièrement vulnérables. Ouais. Dans ce foyer, elles n'étaient pas accueillies avec des enfants. Non, voilà. Non. Donc il y avait un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes, un centre d'hébergement d'urgence pour les hommes. Il y en avait un qui était bien. Je vous perds un petit peu. Excusez-moi. Oui. Il y avait un centre d'hébergement, le centre d'hébergement d'urgence qui a fermé. Il était donc pour les hommes et les femmes. D'accord. Et il y a d'autres centres d'hébergement qui sont pour les familles. Et avant, le SAMU social prenait en charge beaucoup de familles. Maintenant, là, il y a une restriction budgétaire. Donc, même les familles que nous croisons dans la rue, il n'y a aucun moyen. Et ça fait des mois. Il y a des enfants que ça fait des mois qui sont dans la rue. Oui, c'est vraiment insupportable que des enfants vivent dans la rue. Donc, il n'y a vraiment aucun moyen. Il y a un désengagement justement de l'État par rapport à leurs responsabilités. Et puis si on ne se mobilise pas, voilà, que ce soit les citoyens, les autorités, les professionnels, toute personne justement pour pouvoir répondre à ces besoins. Ouais. Donc demain, tous ceux qui se sentent sensibilisés, sensibles, peuvent déjà rejoindre votre marche à 13h30 devant le parvis de l'Hôtel de Ville. C'est le métro Hôtel de Ville. Hein. Oui, exactement. Merci Clémence de ce témoignage et bon courage à vous. On espère que vous serez entendu. On espère surtout que vous serez entendu. Merci. Merci, au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute.